coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un update lecture parce que ça fait hyper longtemps que j'en ai plus fait, ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de vidéo. Normalement, si on a bien fait ça, vous avez vu le book haul gigantesque, gargantuesque que j'ai fait il y a Mathusalem, mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on reprenne un rythme régulier, au moins une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on va au moins essayer ça. J'espère que vous allez bien depuis le temps, j'espère vraiment que vous allez bien. Pour moi ça va, ça va. Je m'occupe de mes princesses et c'est du bonheur. De la fatigue mais du bonheur et je suis déjà triste quand je vais devoir reprendre le travail, mais ça va aller. Passons un peu au sujet phare, les livres, parce que j'en ai quand même lu pas mal depuis mon accouchement et bien, il est temps de vous en parler. Alors tout d'abord, peut-être les livres moins fous. Alors oui, j'ai abandonné À la croisée des mondes, donc je vous mets l'image ici. De Philippe Pullman, j'étais dans le tome 3, il me restait style 200 pages depuis genre 1 an et demi, et il n'y a rien à faire. C'est vraiment dommage, parce qu'en fait c'est une histoire dont je me rappelle quasiment tous les tenants et aboutissants, c'est vraiment un truc de dingue. Mais non, j'y arrive pas. Lyra ne m'intéresse absolument pas. Je sais que pour beaucoup, ça a été un coup de cœur, cette saga. Pour moi, pas. Lyra ne m'intéresse pas. Elle me sort par tous les trous. Et non, j'y arrive pas. Elle est pas... C'est pas quelqu'un avec qui on peut être attaché. Enfin, je la trouve pas attachante. Je la trouve pas gentille. Je la trouve très égoïste. Alors oui, c'est une enfant. Mais il y a des enfants qui sont pas comme ça. D'ailleurs, son ami Will est beaucoup plus gentil, beaucoup plus attachant, un peu comme Frodon et Sam, quoi, en fait. Sauf que moi, bah, du coup, ça m'intéresse pas. Et j'ai eu beaucoup de mal à la suivre pendant 3 tomes. Et là, j'étais au bout. Alors oui, j'avoue, j'ai été voir un peu la fin et elle me semblait pas fifole. Voilà, tant pis. Alors, j'ai lu Une irrésistible envie d'aimer de Meg Cabot, qui est un livre que j'ai lu quand j'étais vraiment très jeune. Je sais pas quand est-ce que ça a été édité, mais je l'avais reçu quasiment direct. C'est la date de 2006, vous vous rendez compte. 2006, j'avais 12 ans. Donc parfait. C'est un espèce de petit thriller slash romance, mais la romance c'est vraiment très 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 slow burn. Je vais pas vous faire le résumé parce que c'est un tome 2, mais en gros on suit Heather Wells qui est une ex-star de la pop américaine. Vous voyez un peu les enfants stars et tout ça, bah, c'était elle. Et je sais pas. Il s'est passé quelque chose en fait avec sa maison d'édition quand elle a voulu en fait être un peu plus indépendante, un peu prendre son envol. Et ça l'a pas fait. La maison d'édition l'a un peu renié et son ex-petite amie, son ex-fiancé, je crois aussi, parce que lui, comment dire, lui, il a été voir ailleurs. On va voir ça comme ça. Donc maintenant, elle est entre guillemets plus personne. Elle écrit toujours des chansons, mais n'a même pas l'ambition de les montrer ses talents à d'autres. Elle est amoureuse en fait du frère de son ex-fiancé. Je vous spoilerai, hein, franchement c'est vraiment ça. Hein. Elle est vraiment amoureuse de ce mec. Vraiment, elle a un crush, vraiment crush d'adolescente. Parce que lui, il la voit, mais pas du tout comme ça apparemment. Un peu comme une sœur, vous voyez, un peu tout ça. Et lui, il est détective. Et c'est un très bon détective apparemment. Et Heather Wells va finir dans une résidence universitaire, un peu pas la diriger, mais à gérer un petit peu les côtés étudiants, voilà, de cette résidence universitaire. Sauf que quelqu'un va décéder dans le premier tome. Dans le second aussi, c'est toujours un peu tout ça. D'ailleurs, on va surnommer ce dortoir le dortoir de la mort, joie. Et on va un peu suivre tout le cheminement de Heather Wells qui a un vilain défaut, c'est la curiosité. Donc voilà. Alors c'est sympa, c'est marrant. Maintenant, c'est vrai que c'est vieux, avec des réflexions très grossophobes parfois, parce que Heather Wells a des formes. C'est dit, c'est fait. Voilà, elle mange tout le temps, elle le dit aussi. Et je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de points là-dessus. Mais Cabot, ici, c'est pas que ça me gênait qu'elle mange tout le temps, pas du tout.
mais c'est vraiment, je crois qu'on mettait vraiment un accent sur le fait qu'elle était grosse. Et même enfin je veux dire, l'héroïne quoi disait ça. Elle disait tout le temps: «Je mange, ouais je suis grosse, je ferai mon régime plus tard» et tout ça. Voilà, on sent qu'elle est pas bien dans sa peau, mais qu'elle peut pas s'en empêcher en fait. Donc voilà, je sais pas trop si dans le tome suivant elle va s'indépendantiser de tout ça ou je sais pas trop. Mais j'hésite en fait à continuer parce que c'est une série d'enfance qui est somme toute sympathique mais pas non plus transcendante. Et pour l'instant, j'avoue que je suis dans un mood où tout ce qui est pas transcendant, voilà, hein, il faut vraiment qu'il y ait une petite pépite qui me fasse dire ah j'ai quand même envie de savoir la suite. Ici c'est pas trop le cas, mais on va voir, on va voir, on va voir. Alors, pour le book club d'avec mes amis, donc si vous n'êtes pas au courant, avec mes amis, nous avons un book club qui est sur plusieurs thèmes. Et ici, c'était mon thème, qui était une réécriture du conte de la petite sirène. Donc, pour ça, il fallait lire pour moi Murmure de l'océan de Plume Blanche. Sauf que je ne voulais pas le lire avant d'avoir lu au moins Rose éternelle, du coup, de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Je vais vous faire un résumé, c'est beaucoup plus simple. Qui est déjà, Rose éternelle, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Alors, trahison, complot. Voilà que le destin guide les pas de Méliane au pied de la Mérilara, ce mystérieux arbre couvert de roses, protecteur et gardien d'une famille royale déchue. Dans l'ombre rôde la bête, monstrueuse et redoutable, que Méliane devra apprivoiser pour sauver les siens. J'ai adoré. Je crois même que c'est un mini coup de cœur. Ce tome-ci, Méliane, elle est géniale, elle est entreprenante, elle ne se laisse pas faire. Et elle a tout plein de sentiments. Il y a de l'action, il y a de la romance, il y a des complots, mais en même temps, on sent que ce tome n'est qu'introductif de l'immense royaume, de l'immense monde qu'Ophélie Duchemin a créé. Et ça donne juste envie d'aller voir la suite. Et en même temps, on est hyper triste de ne plus suivre le point de vue de Méliane ni du roi, enfin de la bête, du coup, forcément. Et je sais pas. J'ai vraiment une affection toute particulière pour ce tome et j'ai vraiment hâte de connaître du coup le tome 3 que je n'ai pas réussi à me procurer malheureusement. Mais ça ne saurait tarder, je vous le dis, je vous le garantis. Ce tome, il a tout pour plaire. Franchement, si vous aimez déjà de la romantasy, c'est bon. Si vous aimez la politique, on parle vraiment de beaucoup de royaumes. Et comme je vous l'ai dit, cette saga, il faut la savourer. Je crois qu'on peut lire cet tome séparément, mais je vous le conseille tellement pas. Vous allez louper plein d'informations, plein de... Non, je vous le conseille pas du tout. Parce que dans le premier tome, on suit déjà des trucs de... Comment expliquer? On suit des complots politiques, des guerres, des préparations de guerre, et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de lire ça, même si vous n'êtes pas fan de La Belle et la Bête. Je trouve qu'ici, Ophélie Duchemin a rendu ça beaucoup plus... Je sais pas comment expliquer, moins stockholmisé. Donc voilà, fan, vraiment très fan. Comment Ophélie Duchemin a su remanier le conte de La Belle et la Bête pour que ça ressemble fort au conte de La Belle et la Bête, tout en y ajoutant de la profondeur au personnage. C'est incroyable, mais vraiment incroyable. Le seul petit point négatif, la petite pointe de négativisme, c'est par exemple qu'en fait Méliane, elle a toute une famille en fait, et j'aurais bien aimé en savoir plus, sans trop vous spoiler, en savoir plus, voilà. Mais ça, j'aimerais bien une fois en discuter avec l'autrice pour voir un petit peu limite ce qu'elle me dise elle, ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. À part ça, vraiment super chouette lecture, j'hésite encore, mais je crois qu'on peut dire que c'était un petit coup de cœur. Et du coup, eh bien, Murmure de l'océan, qui est, je ne vous apprends rien, une réécriture de La Petite Sirène, c'est parti pour le résumé. Haine, vengeance. À l'heure où la voix de l'océan lui a été arrachée, emportant son innocence et sa naïveté, Aileen foule à nouveau la terre des hommes, prête à tout pour retrouver ceux qui ont anéanti son existence. Mais quand le destin la ramène vers Eric, celui qu'elle fuit depuis si longtemps, le cœur des abysses s'apprête à se soulever en un chant funèbre, menaçant de détruire tout ce qu'elle est, jusqu'à son âme.
J'ai adoré. Un petit peu moins que le tome 1, parce que je sais pas pourquoi. Franchement, j'y réfléchis encore et je sais pas pourquoi. Mais Aileen est hyper chouette, toujours très badass, très mon cœur est une forteresse impénétrable. Et pourtant, Eric va essayer de tout faire pour y entrer malgré lui. J'ai vraiment adoré. Là, on suit encore plus le monde politique, je trouve. Et on retrouve des personnages d'avant, oh là là, je vous jure. Je peux pas trop vous en dire parce que franchement, si je vous en dis, je crois que je vais vous spoiler. Mais en gros, donc on suit Aileen qui vraiment toute la voix des sirènes qui est si importante dans la mythologie et qui finalement dans la petite sirène n'est pas si développée. Eh bien ici est totalement développée et on suit vraiment tout ça. C'est vraiment hyper génial. On en apprend beaucoup plus sur par exemple des mythes et légendes du coup, forcément vu que les sirènes sont une légende de ce monde, qui n'est pas si légendaire, hein, vous vous en doutez bien. Mais c'était hyper chouette. Là, on a l'humour, les scènes d'action qui sont beaucoup plus au rendez-vous que dans le tome 1, vu que Aileen est quelqu'un qui sait se battre, Eric également. Donc, je vous dis pas à quel point c'est pépita. Donc, si vous aimez encore une fois la romantasy, la politique, et là, les scènes d'action qui sont vraiment oufissimes, vous allez kiffer. En plus, Aileen, elle cherche vraiment sa vengeance. C'est peut-être ça qui m'a le plus peut-être un peu ennuyée. Pas le fait qu'elle ait un passé, mais de malade, c'est horrible ce qui lui est arrivé. Mais c'était beaucoup axé sur la vengeance, tout le temps. Elle ne perd pas son objectif de vue, et ce n'est pas que je comprends pas, parce que forcément, je crois que si on avait vécu ce qu'elle avait vécu, et si on était incapable de se venger, on le ferait. Et on n'aurait que ça en tête, c'est une obsession. Mais du coup, c'est vrai que ça prenait beaucoup de place sur ce tome-ci. Donc j'ai vraiment hâte de la revoir, de revoir Aileen dans les autres tomes. Parce que oui, on revoit le personnage. Ici, on a revu Méliane dans celui-là. C'était... Je vous le dis, c'est trop bien. Voilà. Donc au final, je vous conseille ces deux tomes qui font partie de la même saga. Je ne sais pas trop si ça porte le nom, cette saga, mais bon. Voilà, il faut vraiment que vous les lisiez. Si vous aimez un peu ce style-là, il faut vraiment. C'est vraiment génial. Génialissime. Le tome 3, c'est sur Réponse et ça a l'air dinguissime. Vraiment, vraiment, vraiment dingue. En plus, Réponse, quoi. Donc, j'espère qu'elle va tomber amoureuse d'un petit voleur. Alors là, on va tomber sur une autre excellente lecture. Il s'agit de Heartstopper, les tomes 1 et 2. Donc, une de mes meilleures amies me les avait offerts l'année passée, à cette période-ci de l'année d'ailleurs, à Noël. Et chaque année, mes amis m'imposent, c'est moi qui leur demande, donc ça va, de lire 2 livres chacun. Donc on arrive plus ou moins à 10 livres. Non, 8. Donc on arrive à 8 livres à lire au moins sur l'année. Et ces deux-ci en faisaient partie et je les avais réservés pour la maternité. Donc oui, pendant que mon petit bébé de quelques jours dormait à côté de moi à l'hôpital, je lisais Heartstopper, qui est vraiment juste un bonbon. Un bonbon qu'on savoure. Un petit chocolat chaud lors d'une bonne nuit d'hiver. C'est génial. Je sais même pas si j'ai besoin d'en faire un résumé vu que Netflix a sorti une série. Tout le monde en parle. Si vous suivez un peu le booktube, je pense que vous avez tous entendu parler de Heartstopper. C'était bon. Donc, on suit ici, c'est une homoromance, donc une histoire entre deux hommes. Donc, on suit Charlie qui, lui, est homosexuel. Je pense qu'il est homosexuel exclusivement. Je sais pas comment expliquer. Et qui, je sais pas trop comment dire, mais suit un peu une relation un peu toxique avec un autre qui ne veut pas trop qu'on sache qu'il est homosexuel ou tout le moins bisexuel. Donc c'est un peu tabou pour lui et il se sert un peu de Charlie, c'est tout début, hein, vraiment. Et il se sert un peu de Charlie comme exutoire, voilà, on va dire ça comme ça. Et Nick va arriver une fois le défendre et ils vont devenir amis. Et peut-être que Nick n'est peut-être pas aussi hétéro qu'il le pensait. Donc voilà, on va suivre vraiment cette histoire qui est pleine de bienveillance, de tolérance. Et franchement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un petit bonbon qu'on savoure. Et
on ne peut qu'avoir le sourire. J'avais un petit peu peur parce que voilà, les planches, c'est pas ma tasse de thé, c'est pas les dessins auxquels j'ai l'habitude d'adhérer. Mais je sais pas pourquoi, ça l'a fait. Ça l'a fait totalement avec moi. Et d'ailleurs, il faut vraiment que j'achète le tome 3 et 4 qui normalement sont sortis en collector il y a peu. Donc, j'ai vraiment hâte. Heartstopper, si vous avez toujours pas craqué, si vous aimez un peu les romances bonbons, mais même si vous aimez pas les romances, je pense qu'il faut essayer. Il faut au moins, je sais pas, si vous allez dans une librairie, que vous voyez Heartstopper, posez-vous juste 5 minutes et commencez à lire. Vous verrez, les 3/4, je parie, vont commencer à lire ça hyper vite. Et ça se lit hyper vite. Donc, essayez. J'ai également lu à la maternité en audio, du coup cette fois, le tome 2 des Ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys. Donc je vous le mets ici. Là, je vais pas vous faire un résumé. Parce que c'est un tome 2. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une histoire fantastique qui parle de Cassiopée, un prénom très étrange, hein, qui a la particularité d'être orpheline, certes, mais avec des petites spécificités dans le dos. Elle a des ailes émeraudes. Et voilà, de fil en aiguille, elle va rencontrer un homme qui s'appelle Gabriel qui la suit. C'est un peu bizarre. Et ce Gabriel va un peu l'emmener dans le monde des Myrmes, qui est un groupe qui possède des ailes également. Et ce groupe de Myrmes est l'ennemi juré d'Énarque qui est aussi... Voilà, tout ça. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que il se passe tellement de choses avec Alexia Delis. Vraiment, c'est action sur action sur action. Donc le tome 2. Ça allait. C'était un peu difficile parce que j'avais déjà lu ce tome-là. Je l'ai relu du coup en audio pour pouvoir lire le tome 3 qui était un des livres imposés aussi. Et voilà, je pense que j'ai attendu trop longtemps en fait pour cette saga. Je l'ai commencé quand j'étais, je dirais, ouais, fin d'adolescence, un truc comme ça. Et, et c'était le tome 1, il avait été un coup de cœur, je m'en rappelle. Sauf que là, j'ai lu beaucoup plus depuis. J'ai vraiment un bagage littéraire et je suis beaucoup plus mature également. Et ça ne me tente pas. En fait, je sais pas pourquoi l'histoire entre Gabriel et Cassiopée me paraît malsaine. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression de voir un hyper adulte en Gabriel et quelqu'un de vachement jeune pour Cassiopée. Et de fait, elle a quand même 18 ans, 20 dans le tome 3. Le tome 3 que je suis en train de lire et c'est toujours pas oufissime. Enfin, je sais pas comment expliquer, parce que je sais que cette saga, elle a fait beaucoup parler d'elle et je comprends. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment hyper chouette et c'est hyper original. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que parfois, et on sent que c'est la première trilogie d'Alexiane de Lys, ça suit pas. Enfin, je veux dire, au niveau de la cohérence, il y a certaines choses qui, par exemple, des filles de 13 ans qui parlent comme si c'était des adultes de 25 ans et qui connaissent des informations en écoutant dans les couloirs et je suis là, non. Non, pas tout ça, pas l'intrigue entière du livre, faut pas déconner. Sinon, ils sont vachement bavards hein, dans ces couloirs. Voilà, mais à part ça, ça se laisse lire, c'est vachement addictif, donc maintenant c'est une saga que je ne garderai pas, d'ailleurs elle est déjà dans le sac pour partir. Et voilà, c'est tout, je suis contente, il me reste style 2 heures et demie d'écoute. Voilà, c'est suffisant, je pense que ça ne changera pas mon avis. Je pense que c'était sympa, mais sans plus, ça restera pas dans ma bibliothèque, ça c'est certain. Donc voilà. On est passé vite fait, j'espère que j'ai pas heurté la sensibilité d'autres, mais bon, voilà, je pense que les livres, c'est chacun un petit peu c'est forcément chacun son point de vue, et c'est aussi je sais pas comment expliquer, il y a des périodes pour lire les livres, et parfois, bah, la période elle est passée, et malheureusement, je pense que c'est ça, avec les Ailes d'émeraude, j'ai trop tardé à lire les livres, et bah voilà, ça a payé. Enfin, ça a mal payé. Alors, si on va encore un peu pour les déceptions, j'ai lu il y a peu un Nora Roberts, qui est le collectionneur, donc chez Michel Lafon. C'est parti pour le résumé. Lila Emerson gagne sa vie en gardant les demeures de riches clients quand ceux-ci partent en vacances. Tout ce qu'elle possède tient dans quelques valises qu'elle pose pour 3 semaines ou 3 mois à New York, Londres ou Rome au fil de ses contrats.
Installée dans de luxueux appartements, elle observe de sa fenêtre le quotidien des voisins d'en face. Un passe-temps innocent. Jusqu'au jour où elle assiste, impuissante, au meurtre d'une jeune femme. De son agresseur, elle ne voit que la silhouette. De son côté, Ashton Archer sait que son frère, le principal suspect dans cette affaire, retrouvé mort, n'a pas pu tuer sa petite amie. Lila, unique témoin de la scène, est la seule à pouvoir l'aider à découvrir la vérité. Voilà, j'ai envie de dire, c'est du Nora Roberts tout craché. Un thriller, un couple qui va se former et de la romance. J'ai été profondément déçue par ce Ashton, qui est donc le personnage masculin. Non, je ne supporte pas cet homme, ça l'a pas fait, du coup forcément l'alchimie entre les deux, non. On a Lila qui est somme toute très mignonne, sympathique et tout, et qui aime l'indépendance, et franchement c'est hyper chouette. Mais quand je vois à quelle facilité elle essaye de... Elle dit oui au mec qui lui ordonne un peu tout en fait, hein, et parfois, une fois, il lui a parlé comme si c'était une moins que rien pendant un truc. Et moi j'étais là, mais calme-toi mon gars, on va se calmer. Et au final, elle lui a semi-reproché, et ça a été semi... Enfin, en gros, le mec, il est arrivé, il a dit, ouais, mais bon, en gros, c'est comme ça, quoi. Elle a fait, ok, c'est comme ça. Il n'y a pas eu plus de remontrance que ça, hein, au final. Donc, j'ai moyennement aimé. Puis là, ici, donc il y a une vraie étroite collaboration avec la police qui n'est pas laissée sur le côté. Mais je sais pas. Je n'ai pas été convaincue. Mais je crois que si Nora Roberts, l'enquête est là, c'est génial. Mais c'est surtout la romance. Et si on n'est pas adepte de la romance entre les deux personnages, bah, on passe à côté du roman. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé à côté. Non, je suis passée à côté. Il faut mieux parler français, c'est quand même plus simple. Et non, je suis désolée, le personnage principal prend des décisions tout seul. Il n'en parle pas à la meuf et elle dit ok. Et ça me gonfle en fait. Donc voilà, à part ça, ça va. À part ça, l'écriture de Nora Roberts est hyper fluide, ça, on avance très très vite. Mais encore une fois, c'est un livre que je ne vais pas garder malheureusement, et c'est tout, c'est comme ça. On peut pas tout plaire, hein. J'ai envie de lire tous les livres de Nora Roberts parce que je kiffe Nora Roberts. Mais forcément, dans tous ces livres, parce qu'elle en écrit beaucoup, eh ben, il y en a certains qui couaquent. Et celui-ci en fait partie. Alors, il fallait que j'achète le coup de cœur forcément d'une de mes amies, mais genre le coup de cœur mais intersidéral. Il s'agit de Captive de Sarah Rivens aux éditions BMR, donc c'est le tome 1. Et une de mes meilleures amies du coup, dont le coup de cœur, il s'agit du coup de cœur, m'avait dit qu'elle m'offrirait un dîner si je le lisais en un mois. Je l'ai lu et j'ai kiffé. Alors c'est pas un coup de cœur parce que ça reste une dark romance, très soft, certes, franchement, soft, hein. Je pense que le pire, ça reste le début. Et le début m'avait... Ah, ça m'avait limite un peu soulevé le cœur. Franchement, l'épisode de la brûlure, merci, mais non, quoi. Je comprenais pas. Puis après, je comprends toujours pas pourquoi il a fait ça. Enfin, si, mais non. Ça n'excuse rien. Je veux dire, ce que monsieur a vécu peut-être avec d'autres n'est peut-être pas... Enfin, faut pas le remettre sur les autres. Je suis désolée. Mais bon, passons, on va dire. C'était génial. Je sais pas pourquoi, j'ai été hypée. L'écriture déjà de Sarah Rivens, elle est hyper fluide, hyper facile, ça s'enchaîne. On a juste envie de lire les pages une à une. Pourtant, il fait quand même 530 pages. Et ça, c'est lu comme un petit gâteau au chocolat qu'on essaierait de manger, qu'on essaierait de déguster, mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen, on l'enfourne en une fois. Eh ben, c'était pareil. Donc, Captive, peut-être le résumé Marie, faut peut-être... Au sein des réseaux criminels, là où règne puissance, meurtre et pouvoir, il y avait elles. Les captives, dangereuses, malignes et mortelles. Elles sont les ombres des plus grands réseaux, les représentantes de leur chef, aussi appelé possesseur. Depuis son adolescence, Ella est une captive de contre son gré. John, son possesseur, préfère utiliser son corps plutôt que ses talents, plongeant sa vie dans un cauchemar réveillé. Jusqu'au jour où il lui annonce qu'elle va travailler pour quelqu'un d'autre. Si Ella pensait qu'il ne pouvait y avoir pire que John, elle réalise très vite que son nouveau possesseur joue dans une toute autre catégorie. Ce certain H, leader charismatique du réseau des Scott, refuse la présence d'une captive à ses côtés. Pour une raison obscure, il voue une haine viscérale à ses femmes.
Un jeu dangereux s'installe alors entre eux, car Asher entend bien faire payer Ella, mais celle-ci ne compte pas céder. Voilà. Alors j'allais dire qu'il y avait beaucoup d'actions, oui et non. Il y en a, ça c'est certain, on ne peut pas le nier. Maintenant, on est plus entre le jeu vraiment du chat et de la souris entre Ella et Ashton. Asher. Ash. C'est Ash. Voilà. Ah oui, mais avec Ashton de l'autre côté, vous pouvez pas m'en vouloir, hein. C'était hyper chouette, hyper fluide. Je peux pas trop vous en dire, mais en gros, vraiment, c'était pépita. Les réseaux criminels, on a envie de dire oh, il est méchant celui d'en face, en se disant mais c'est vrai que celui qu'on suit, il est pas forcément beaucoup plus gentil, hein. Mais bon, c'est la magie de la lecture, on va dire, et il n'y a qu'une envie en fait à la fin, c'est de se dire mais allez, je veux une suite. Donc je me suis procuré il y a peu le tome 1.5 qui suit donc une histoire à côté, une autre histoire d'amour dans cet univers-là. Et je comprends, je crois qu'il y en a beaucoup qui font no way, j'ai pas envie du 1.5, je passe direct au tome 2. Mais autant je comprends, parce que non, l'histoire du 1.5 me tente pas plus que ça. Mais je sais que dans ce 1.5, on va avoir des révélations sur le point de vue masculin. Et ça, j'ai envie. Parce que là, on n'est que du point de vue de Ella. Et on comprend son point de vue, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vraiment envie d'être dans la tête du monsieur une fois. Enfin, même si on ne lissera pas vraiment. Mais je sais qu'il va peut-être plus se confier dans ce tome-là, dans le tome 1.5, que plutôt dans ce tome-ci. Et j'ai pas envie de louper des informations comme ça qui pourraient me faire encore plus apprécier le tome 2. Voilà. Donc si j'ai un conseil, franchement, lisez-le. Essayez de passer, s'il vous plaît, peut-être le début qui, moi aussi, m'a fait hérisser les poils et j'ai refermé les livres et j'étais là, est-ce que je vais continuer? Mais oui, continuez, essayez si c'est possible de passer outre. Si c'est pas possible, alors bah c'est pas grave, vous aurez essayé au moins. Ne pas oublier que il y a beaucoup de trigger warning. C'est de la dark romance, donc voilà. Parce que même si c'est soft, ça reste dark. Ça, il n'y a pas à le dire, voilà. Alors, plus qu'un, puis après on passe à deux énormes bonnes lectures. Donc, j'ai lu Emma Green, La vie en vrai, donc aux éditions Addictive. C'est parti pour le résumé. À 17 ans, Louve est la victime des Royales, ces élèves populaires qui la harcèlent au lycée, comme sur les réseaux sociaux, jusqu'à la pousser au pire. Mais quand on touche le fond, il n'y a plus qu'une chose à faire, remonter. Aidé de sa famille, parfois maladroitement, Louve décide de rendre les coups et se rapproche du plus cruel de tous, l'intouchable Lazare Nightingale. Sous ses boucles brunes, Laz ne cherche qu'une chose, qu'on lui fiche la paix. Et tant pis si pour ça, il doit se montrer odieux. Mais il n'imagine pas encore que sous la fragilité de Louve se cache une guerrière, ni que son attirance pour elle va peu à peu briser ses barrières. Alors, je dois dire que j'avais pas trop lu le résumé quand je l'ai commencé. Et je pensais que c'était une histoire plus universitaire que lycéenne. Parce que, je sais pas, j'avais conscience que ça parlait de harcèlement, mais je pensais en fait que le harcèlement était au lycée, ça c'est vrai. Et qu'on suivait en fait quelques années plus tard où elle allait revoir le fameux Lazare et qu'elle allait lui faire payer sa life. C'est pas le cas. Là, on suit le harcèlement, plus ou moins. Et on arrive quand même sur, après, la vengeance de Louve qui est vraiment dans le lycée, quoi. Donc, maintenant, c'était mon premier Emma Green. L'écriture est hyper fluide, hyper addictive. À un moment donné, j'ai plus pu le lâcher, tout simplement, alors que c'est quand même une belle bricasse de quasi 500 pages. Et ça, il n'y a rien à faire. C'est vraiment hyper chouette, hyper fluide. Le harcèlement scolaire, ça fait vraiment peur. Vraiment. Je veux dire, j'ai eu la chance de ne pas être harcelée, de ne pas être une harceleuse aussi, je vous rassure. Enfin, j'espère pas. J'ai pas... Non. Non, j'étais quelqu'un, franchement, à mon avis, assez transparent à l'école, hein. Lambda, on va dire. Et... bah... ça fait peur, le harcèlement, quand on voit les extrémités auxquelles ça pousse. Voilà, alors Lazare, j'avoue que j'ai eu du mal à le comprendre. Certes, il n'a pas un passif hyper facile,
et en même temps, je trouve que, bah, c'est très émo, hein. Il a été très émo, vraiment. Vraiment, genre: «Rien ne va, ma vie est nulle», alors qu'en vrai, ça allait. Mais soit, passons ça, j'ai bien aimé, le couple est vraiment hyper chouette, je trouve que c'était vraiment hyper sympa à les suivre, donc à part le petit, Lazare qui finalement, bah, enfin moi ça m'intéressait pas plus que ça, ce monsieur. Mais l'alchimie entre les 2 était bien. Franchement, ça va. Le seul petit hic et qui m'a fait un petit peu grincer des dents, c'est la fin. Voilà, la fin, ils prennent une décision, tous les 2 qui j'essaye vraiment de pas vous spoiler, mais en gros, je trouvais que c'était incohérent par rapport, un petit peu à la façon de Lazare. Je trouvais que c'était peut-être pas ça, de base, qu'il aurait fallu pour lui. Mais qui suis-je pour juger? Et un autre petit grincement de ma part, ça a été au niveau de 2 personnages totalement secondaires dans cette histoire, qui finissent par avouer quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, mais je trouve que ça tombe vraiment, et là je l'ai senti comme ça, que ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Et j'étais là, non, enfin je veux dire, ça pourrait être ça, c'est pas la question, on peut penser ça, il pourrait y avoir ça, mais c'était amené de manière genre, ça fait 3 lignes et demie, peut-être 4 à tout casser, et on est passé dessus comme un camion passerait en fait, hein. On est bien passé dessus, il n'y a pas d'arrêt sur image, et j'ai pas aimé. Parce que c'est vraiment trop cheveux dans la soupe, ça passe mal, et on ne s'arrête pas. Ce n'est pas dans le caractère des personnages à un moment donné de faire: «Ouais, OK!» et non. Non, juste, non, je pense pas. Heu, voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir en commentaire. Peut-être qu'on se fera des messages privés pour essayer de pas, spoiler les autres, mais ça m'intéresserait de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous arrivez à comprendre ce dont je parle. Donc voilà, essayez. Je vais passer, mais sinon ça a été une très bonne lecture. Je pense que je vais le garder et j'aimerais bien le relire une fois. Peut-être un peu plus tard, pour quand j'aurai un peu plus de bagages, vous voyez, pour voir un petit peu si j'en repense toujours la même chose ou pas. Donc voilà. Je garde le meilleur pour la fin. Mais d'abord, il faut que je vous parle de Le sang et la cendre de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. Je vais pas vous faire le résumé, il est gigantesque. Je vais juste vous dire la petite phrase au-dessus. Alors que la rivalité grandit entre 2 royaumes ennemis depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tout tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout, son cœur. Et j'ai adoré, vraiment adoré. C'est vraiment, ça fait partie du podium final. C'était vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Au début, j'étais un peu dubitatif parce que je me dis, mince, une histoire de vampire, parce qu'en gros, c'est ça, hein. Je vous spoile rien, au début, on parle de Vorace et tout ça, et bah, les Voraces, ils mordent, et puis ensuite, donc voilà, c'est un peu, ça mêle vampire, zombie, pour moi, c'est un peu zombie. Et puis après, il y a toute l'histoire et tout ça, et c'est vraiment intriguant. Moi, j'avais compris des trucs dès le début, forcément, mais je pense que c'est fait pour que... Et forcément, comment elle s'appelle, Poppy, elle ne voit pas tout ça. Maintenant, on est là, mais allez, secoue-toi, regarde, tu vois bien qu'il y a un stud, ma chérie. C'était bien. Franchement, il y a, pour ceux qui aiment la romantasy, l'action, la badassitude, parce que, ouais, Poppy n'est pas censée être badass, mais elle l'est, et elle l'est bien, franchement. Et Jennifer Ellermann-Trout n'hésite pas à tuer des gens, ça, il faut le savoir. Au début, je pensais que c'était du young adult, mais pas du tout. Pas du tout, et ce, dès les premières pages, hein. Donc si vous pensez comme moi que c'est du young adult, n'y allez pas comme ça, hein. Non, 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 c'est pas du young adult. Donc il y a des meurtres bien sanglants, franchement, c'est hyper chouette, c'est hyper addictif, on se voit pas passer toutes ces pages-là, parce que ça fait quand même quasi 700 pages, quoi. Et non, c'est hyper chouette, hyper addictif, l'univers est oufissime. Ouais. Je sais pas quoi vous dire, mais franchement, j'ai qu'une hâte de plonger un peu dans le tome 2, parce que dans le tome 2, on va bien se déplacer, hein, ça va être pépita. Il y a certaines personnes qui sont décédées et que j'étais là, mais je voulais pas qu'ils meurent, moi. Laissez-le moi. Non, Jennifer.
Faut pas faire ça. Mais bon, c'est comme ça et c'est tout. Donc j'ai vraiment hâte de voir le tome 2, ce qu'elle va nous faire. Parce que c'est... Mais c'est oufissime, en fait. C'est de la romantasy pure et dure. Pourquoi j'ai attendu autant de temps? Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que ce livre, il a souvent fait partie de mes piles à lire et tout. Mais pourquoi j'ai attendu? Donc voilà, il y a gentiment ici le tome 2 et le tome 3 qui m'attendent. Et il faut que je me procure le tome 4 et le préquel, je crois. Je ne sais plus. Le tome spin-off, en tout cas, qu'il faut que je me procure. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que je me les procure. Et vite, parce que c'est certain, les tomes 2 et suivants vont pas traîner dans ma palle. Il faut... À mon avis, le début de l'année prochaine, ça va casquer. Vous voyez ce que je veux dire? Lisez-le. Franchement, j'avais jamais lu de Jennifer et la Main Trot, mais c'est certain, je suis persuadée qu'elle va finir dans dans mes autrices favorites, mais vraiment. J'ai rarement été happée comme ça par une plume, à part peut-être pour celui que je vais vous présenter. Mais ouais, ouais, il va finir certainement dans le podium également. J'essaierai de faire une petite liste début de l'année prochaine, forcément, de de mes romans favoris de l'année 2023 parce que il y a eu certaines pépites. Il y a eu certaines pépites. Voilà, donc c'était un mini coup de cœur également. Vraiment, vraiment mini coup de cœur. Et là, comme ça, je sens mon cœur s'emballer, vous imaginez? Je sens mon cœur s'emballer au fait que je vais pouvoir replonger dans cette histoire et ressavourer un peu toute cette alchimie qu'il y a entre Poppy et le protagoniste masculin et, et retourner un peu dans ce monde qui n'a encore rien donné. Je le sens. On en connaît si peu en fait sur ce monde, on a eu des révélations, mais les révélations amènent juste à aller encore plus loin. Pour le final, il s'agit, roulement de tambour, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Brajon. Alors oui, tout le monde l'a lu, oui, tout le monde a adoré, mais franchement, a raison. Franchement, si vous l'avez pas lu, allez-y. Vous aimez la romantasy, vous aimez la politique, les complots politiques, vous aimez les trahisons, les secrets. Mais qu'attendez-vous? Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara est l'arme secrète de son père, le roi de Maridrina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana est son ennemi juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale, et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren, et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? C'était trop bien. Lara est génialissime. Mais génial. On apprend à l'aimer dès les premières pages. Son cœur est vraiment tellement blanc et noir. Vous voyez, elle est pure dans ses intentions et pour ça, elle va malheureusement devoir noircir ce cœur pour arriver à ses fins, pour pouvoir sauver les gens. Et j'ai même du mal à en parler tellement ça a été un coup de cœur. Pourtant, je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas bouffé. Parce que, en fait, j'allaitais déjà et je m'occupe de ma princesse. Et du coup, j'ai pas eu l'occasion. Mais c'était à ce point où même quand j'allaitais, j'essayais de glaner quelques lignes. Parce que c'était incroyable, en fait. L'écriture de Daniel L. Jensen est ouf. C'est très facile, c'est très fluide, c'est addictif. Et dès les premières pages, je me souviens, j'étais dans la voiture quand je commençais ça, et j'ai tiré une tête de malade, parce que je m'attendais pas à tant d'action dès le début. Donc, franchement, incroyable. J'ai hâte de voir le cliffhanger de fin. Voilà, la fin, les gars, si vous l'avez lu, moi, j'ai qu'une envie, c'est de prendre le tome 2 et d'y aller, quoi. Qu'est-ce qui m'en empêche, vous allez me dire? Non, Lara et Aren, c'est deux personnages qui sont géniaux, qui ont de la pitié, mais qui parfois savent faire preuve juste de... malheureusement, ils font ce qui est juste, ils appliquent
les sentences. Vous voyez ce que je veux dire? Et, et c'est ça qui est beau, c'est que ce sont pas des personnages tout beaux, tout ronds, tout mignons. Non, ils ont des erreurs, ils font des erreurs et ce sont des erreurs qui malheureusement parfois mènent à des conséquences gravissimes, mais on va pas leur en vouloir. Malheureusement. C'était incroyable, vraiment. Je- et malheureusement, parfois, les erreurs, c'est dû à un gros manque de communication, mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir, sachant qu'il y en a une qui est une espionne et l'autre qui est un roi qui finalement ne fait pas confiance à son ennemi? Obvious, non? Donc voilà, outre que le fait que l'objet livre est incroyable, cette histoire vaut la peine. Encore une fois, j'ai lu beaucoup de romans de Tessie, je crois que j'arrête pas de vous le dire, mais ça commence à devenir mon genre préféré. Et celui-là, je crois qu'il est carrément au-dessus des autres. Il vaut la peine, dans tous les sens. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous le lisiez si vous aimez tous les genres que je vous ai dit. Parce que ça vaut la peine. Et le monde, Itikana, on suit vraiment Itikana, vraiment pendant les 3/4 du royaume. Dans les 3/4 du livre. Mais il y a tellement plus, tellement de royaumes qui valent la peine, à mon avis, d'être narrés. Et je pense que si j'ai bien suivi les vidéos de Nina Quill, qui fait partie du favori, on suit du coup pendant 2 tomes les personnages de Aren et Lara, et puis les tomes suivants se passeront avec d'autres personnages, et ça va être oufissime aussi, je crois, mais vraiment. Si Daniel L. Jensen arrive à vraiment bien faire, franchement, ça va être bien. Et j'ai vraiment aimé suivre Lara, qui avait ses certitudes, mais vraiment, elle était partie en mode je vais le haïr ce mec, mais le haïr comme jamais. Et qui finalement va tout doucement, mais c'est vraiment très slow burn, vraiment comme une espionne qui a vraiment été conditionnée toute sa vie pour haïr, va tout doucement mettre en doute ses certitudes, mais vraiment doucement. Ça va être des petites choses par-ci, des petites choses par-là, et Daniel L. Jensen va vraiment réussir ce tour de passe-passe de ne pas foutre un gros pavé dans la mare et faire « Ah oui, j'avais tort, pardon ». C'est pas ça du tout, donc allez-y, c'est de l'adulte encore une fois. Un coup de cœur intégral. Allez-y. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter au niveau des lectures, des dernières lectures au roman. Parce que oui, j'ai sorti également les lectures graphiques, mais je crois que j'aurai pas le temps pour une autre vidéo avant que mon mari revienne avec mes princesses, parce qu'il m'a gentiment laissé tourner cette vidéo pendant qu'il allait promener, parce qu'il fait beau pour une fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne vous a pas semblé trop longue, trop bizarre, trop fouillis, parce qu'évidemment, j'ai plus l'habitude de tourner des vidéos, donc je cherche beaucoup mes mots. J'espère que vous avez fait beaucoup de bonnes lectures également, n'hésitez pas à me dire lesquelles. Et si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, n'hésitez pas aussi à le dire, bref, commentez, mettez un emoji pour fêter le retour, parce que j'espère vraiment que je vais pouvoir devenir plus régulière. Je ne rêve que de ça, en vrai, vraiment. Je crois que chaque semaine, j'en parle à mon mari, mais vous savez, quand on a... Si vous savez, si vous avez un enfant, ou même si vous avez une situation parfois qui est chronophage, et ben vous savez à quel point c'est difficile de mettre en place certains rituels. Et on essaye, lentement mais sûrement, par exemple, d'avoir des soirées rien que l'un ou l'autre. Et voilà, donc c'est un peu notre façon de procéder. Là, ma fille va avoir 5 mois et c'est génial. Je suis hyper fière de mes enfants, mais là, j'avais besoin de reprendre la caméra pour pouvoir revenir sur YouTube, parce que j'adore vraiment vous partager mes lectures. Voilà, je pense d'ailleurs en janvier, j'aimerais bien faire des vlogs de lecture où je lis des sagas entières, parce que j'ai une saga en particulier, je vous tease pas trop là, mais j'ai une saga qui a vraiment du mal à sortir. J'avais lu les 2 premiers tomes sur 4, attention, je vous donne déjà des indices. Et j'arrive pas à sortir la suite. Donc je pense que je vais faire un vlog où je vais lire toute la saga. Donc ça va être sur quelques mois, mais c'est pas grave. Et bah voilà, comme ça vous aurez un peu de tout. On va essayer. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je pense que Noël sera déjà passé au minimum et que peut-être le Nouvel An aussi. Si c'est le cas, bonne année, je suis vraiment désolée. On se retrouvera très vite pour faire le bilan de l'année 2023. Donc, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année.
J'espère que vous aimez et que vous êtes quand même content que je sois de retour. Allez, bisous!